centre Paro, le centre Paro est dédié à 100% à l'entrepreneuriat féminin. Et du coup, on offre pas mal de programmes, aussi bien pour accompagner les femmes qui désirent démarrer une entreprise ou qui sont déjà installées, qui ont déjà un business installé. On offre des programmes d'accompagnement, de formation et aussi des programmes de financement. Notamment, on a des programmes réputés comme celui des cercles entre pairs. On vient de lancer récemment un programme concernant les boîtes qui agissent dans le secteur de la technologie qui s'appelle SheTech. Donc, vous pouvez avoir accès à toutes ces informations-là sur notre site www.paro.ca. Je pense que René l'a partagé sur le chat. Alors aujourd'hui, on va traiter un thème super intéressant, qui est celui d'accroître la visibilité à travers les SEO. Et donc, voilà, donc je cède la parole à l'experte en la matière, à Diane, et n'hésitez pas à lui poser un tas de questions voilà, pour en profiter. Et donc, du coup, merci Diane, et voilà, je te cède la parole. Parfait. Donc, je vais partager tout de suite mon écran. J'espère que vous voyez mon écran. Ouais. Parfait. Je voulais juste la confirmation. Très bien. Donc, merci à toutes et à toutes d'être venues aujourd'hui. Encore, je m'excuse pour le retard encouru. C'est vraiment par rapport au transport. Lorsqu'on sort du centre-ville en heure de pointe, c'est toujours pas évident. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler d'un thème intéressant, mais qui peut parfois être assez compliqué, à savoir le thème des SEO. Or Search Engine Optimization. Donc, ne vous en faites pas, on va vraiment essayer de passer au travers vraiment pour mettre tout le monde au même niveau et d'établir d'abord une compréhension de c'est quoi les SEO. Et on va rentrer un peu plus en détail et en profondeur comment vous pouvez le mettre en place pour votre entreprise ou pour votre site Internet. Ou même si vous ne le faites pas vous-même et que vous êtes comme c'est peut-être un peu compliqué, vous savez au moins quelques petites choses à demander aux experts qui vous accompagneront durant ce processus-là. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord commencer par me présenter parce que je trouve ça un peu malpoli. Je ne vous dis pas qui je suis. Donc, mon nom est Diana Ombe. Je suis agent de communication politique pour un syndicat gouvernemental, mais je suis aussi fondatrice d'une agence de marketing digital qui s'appelle l'agence Crestel. Donc, nous spécialisons vraiment dans la construction et le développement de l'image de marque des petites et moyennes entreprises francophones en milieu minoritaire. À date, on a eu un portfolio d'un peu plus d'une vingtaine d'entrepreneurs qu'on a appuyés depuis notre création. Et récemment, j'ai été l'une des finalistes du prix jeunesse pour la Fondation Franco-Ontario. Donc, vous pouvez vous faire plaisir et prendre les coordonnées qui sont présentées à l'écran ou pas, ça dépend de vous. Donc, c'est un peu qui je suis aujourd'hui. Pour vous donner une idée par rapport au Paro, nous avons créé pour toute l'année qui est en cours des séries d'ateliers pour vraiment appuyer les femmes entrepreneurs dans tout ce qui est le marketing. Donc, ceci, je pense, est notre quatrième cours, au troisième ou quatrième cours. Et ensemble, un peu depuis le départ, on est parti de la base pour arriver là à ce niveau. Et on vous encourage vraiment et vivement à participer aux prochains ateliers et formations qui seront là. Mais sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de donner un petit peu, parce que c'est un sujet assez technique, des pauses entre chaque partie pour que vous puissiez les poser et rentrer en profondeur. Vous avez encore une possibilité de me poser n'importe quelle question à la fin de la présentation. Donc, notre petit plan de match aujourd'hui sera un peu comme suit. On va essayer d'abord de commencer par ce que moi j'appelle la définition des termes pour qu'on soit tous au même niveau, à savoir c'est quoi les SEO, à savoir quelle est la définition, quelles sont les tâches en général qui rentrent lorsqu'on parle de faire le SEO de votre site Internet. Puis maintenant, on va passer par la prochaine étape, à savoir les différents types de SEO. On va essayer de se focaliser en fait sur deux grosses classes de type de SEO, à savoir les user-facing, c'est-à-dire tous les SEO qui peuvent être visibles par l'utilisateur ou en tout cas améliorer l'expérience de l'utilisateur sur votre site Internet, et plutôt le back-end SEO qui là vraiment va se focaliser sur un meilleur référencement de votre site Internet sur les différents moteurs de recherche. Dans notre cas de la présentation, on va beaucoup parler de Google parce que c'est l'un des plus répandus, mais dites-vous que l'ensemble des mesures et techniques mises en place aujourd'hui peut être appliquées sur n'importe quel autre moteur de recherche, dont Yahoo, Bing et autres, vous avez nommé.
Enfin, on va parler aux pratiques pour améliorer votre SEO et qui est vraiment la partie, je trouve, qui sera le plus intéressant. C'est qu'on va essayer de voir ensemble quelques petites stratégies pour quelqu'un qui n'est peut-être pas un expert en informatique, peut lui-même, s'il a fait son propre site Internet ou a quelques notions, peut améliorer l'expérience ou tout au moins, ça peut apporter des pistes de réflexion sur comment améliorer à long terme, que ce soit vous-même qui le faites ou quelqu'un d'autre qui vous appuie dans le processus. Et à la fin, questions-réponses, ça me fera plaisir de vous appuyer. J'espère que ce petit plan convient à tout le monde. Parfait. Donc, rentrons un petit peu de ce que j'appelle dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le SEO? Le SEO, c'est un terme, on l'utilise en français, mais qui a plutôt des origines anglophones parce que ça veut dire Search Engine Optimization. Qu'est-ce que ça représente concrètement? C'est un processus consistant à accroître la visibilité des sites Internet ou de n'importe quelle page web sur les moteurs de recherche afin d'attirer un trafic plus important sur ce dernier. Donc, fondamentalement, de par la définition du SEO, c'est vraiment un processus de référencement du site Internet pour qu'il soit facilement lisible par les crawlers, on appelle ça les crawlers, dans les moteurs de recherche pour qu'ils puissent apparaître, on va dire, un peu plus haut lorsque l'on fait de la recherche sur un sujet en particulier ou dans ce cas, peut-être le domaine d'expertise de votre site Internet ou de votre entreprise. Donc, le SEO en général inclut un certain type de tâches qui peuvent être catégorisées par la révision du contenu ou de la structure de votre site Internet pour améliorer les vues. C'est là où généralement on va vous parler de user-facing. C'est-à-dire là, on va vraiment se focaliser sur les moyens pour rendre notre contenu attractif, pertinent, visuellement agréable, pour que là, les utilisateurs qui vont arriver directement sur votre plateforme la trouvent belle et intéressante, mais ça aide aussi au référencement par les moteurs de recherche parce qu'un contenu qui est déterminé qualitatif et visuellement respectant les formatages de la plupart des plateformes sera beaucoup plus promu et promu de manière aisée, contrairement à des sites Internet ou par exemple des plateformes qui sont un peu plus difficiles. Une autre étape, par exemple, dans le processus de SEO, c'est l'organisation structurelle du site Internet. C'est ce qu'on peut ici appeler le site mapping. C'est-à-dire tous les sites Internet dont la partie en arrière ont un petit peu une structure que vous l'ayez déterminé vous-même en collaboration avec votre expert ou que vous l'ayez fait par vous-même si vous avez quand même ces connaissances-là. Le site mapping, c'est ça vraiment que lorsqu'on va transférer à des moteurs de recherche comme Google, Yahoo, Bing et autres, va lire pour déterminer chacune des pages de votre site Internet et comment chacune d'entre elles arrive à interagir. Donc, au niveau du SEO, on peut toujours améliorer le référencement du site en s'assurant que la structure organisationnelle du site Internet soit compréhensible et assez facile d'accès pour que lorsque les crawlers vont essayer d'identifier chacune des nouvelles pages ou du nouveau contenu que vous avez mis en place, ce soit assez aisé. Et enfin, la dernière partie, par exemple, c'est la recherche de mots-clés. Donc, la recherche de mots-clés, ça, je pense que c'est la partie que beaucoup de gens entendent lorsqu'on parle du SEO. C'est-à-dire ici, déterminer des mots-clés qui sont pertinents à votre industrie, qui soient populaires, par exemple, notamment en raison peut-être des produits que vous vendez ou des services que vous proposez et autres. Mais en même temps, le choix des mots-clés n'est pas quelque chose d'assez simple. Ça nécessite un petit peu de recherche pour savoir quel mot peut-être serait le mieux approprié ou représenterait le mieux votre clientèle cible. Il existe énormément de plateformes pour vous permettre de trouver des mots-clés pertinents et on le verra un petit peu lorsqu'on va parler des différents types de SEO dans cette présentation, quelle plateforme vous pourrez utiliser pour vous faciliter le travail dans cette recherche-là. Il y a aussi le positionnement même de ces mots-clés dans le contenu que vous produisez. Donc, un autre moyen pour rendre vraiment votre site web, ce qu'on dit généralement user-friendly, c'est d'ajouter dans les messages que vous mettez sur le site toujours une référence aux mots-clés que vous avez prédéterminés au départ. Ça permet que lorsqu'une personne va faire les recherches, les crawlers vont faire que votre page ou votre article, le contenu particulier que vous avez conçu apparaisse plus aisément ou soit un peu plus promu facilement sur les différents moteurs de recherche. Donc ça, c'est un petit peu notre petite définition et les tâches incluses dans le SEO. Jusqu'à date, est-ce que j'ai tout le monde? C'est bon? Parfait.
Donc là, on va passer un petit peu donc à ce que j'appelle les parties un peu plus intenses et qu'on va rentrer dans les différents types de SEO. Et ça, c'est une partie que je trouve assez intéressante parce que pour les gens qui sont assez curieux, vous faites vos recherches, on va vous parler soit de 6 types de SEO, du 12 types de SEO, plusieurs composants du SEO, et c'est vrai. Mais on a, et on peut catégoriser, notamment Google catégorise en deux types ou deux classes. Je ne vais pas forcément utiliser le terme type parce que ça risque d'être redondant. C'est, on va dire, en deux classes de SEO, c'est-à-dire un SEO qui va améliorer l'expérience utilisateur et qui va beaucoup plus se focaliser sur le contenu, les mots-clés, comment l'optimisation, par exemple, de liens ou d'hyperliens sur votre plateforme. Et vous avez un SEO qui est un peu plus technique, qui, lui, va vraiment se focaliser sur un meilleur référencement, une optimisation du référencement de votre site Internet sur les différentes plateformes. Et c'est donc ça qui va nous amener ces deux gros groupes qui s'appellent l'un, le User-Facing SEO et le Back-End Facing SEO. Donc, à l'intérieur de chacune de ces grosses classes, il existe différents sous-types de SEO qui peuvent être plus ou moins orientés à l'intérieur de chacun de ces gros chapeaux. Donc, dans le cadre de notre présentation qui nous a imparti en raison des questions de temps, parce que soyons honnêtes, un cours sur le SEO, c'est un cours universitaire qui peut prendre assez un semestre, j'ai décidé de vous parler sommairement de, au total, 6 types de SEO. 3 types pour le user-facing et 3 types pour le back-end. Donc, on va essayer de passer progressivement au travers de chaque étape. Le premier type de SEO que j'aimerais vous présenter, ça s'appelle le one-page SEO. Donc, c'est quoi le one-page SEO? Ici, c'est un référencement qui se fait sur une page. Ici, ça fait référence aux processus techniques qui permettent d'optimiser les balises, le contenu, les images, les liens internes et d'autres éléments qui améliorent la visibilité d'une page pour les moteurs de recherche. Ici, vraiment, toutes les mesures que vous prenez sur votre page web sont faites vraiment pour mieux classer, c'est-à-dire s'assurer que le classement soit beaucoup plus élevé de votre page web sur le moteur de recherche. Donc, le référencement sur la page comprend la rédaction de contenu de haute qualité. Donc, généralement, ici, on va s'assurer que peut-être les articles de blog que l'on produit ou les descriptions de nos produits soient clairs, soient précis, soient aussi compris dans l'industrie dans laquelle on se retrouve. On s'assure aussi de la qualité des images que l'on va mettre sur les différentes plateformes. On va essayer aussi de faire l'ajout de ce qu'on appelle les balises méta. C'est pour aider un petit peu les robots de Google à mieux comprendre votre contenu. Les balises méta ici font référence généralement à des petits liens que vous mettez pour que votre site web soit facilement lisible par différents moteurs de recherche. Donc, disons, par exemple, vous avez créé un site web sur Wix ou Squarespace. Généralement, par défaut, ces plateformes-là peuvent vous aider avec la balise méta pour Google. C'est-à-dire, ils vont envoyer la structure de votre site Internet à Google et vont faciliter la liaison, par exemple, avec la plateforme comme Google Console pour que vous soyez en mesure de voir les statistiques de votre plateforme et que aussi la plateforme puisse facilement accéder à votre site Internet. Cependant, vous avez aussi la possibilité de créer ces liens-là avec d'autres plateformes vous-même. Par exemple, vous pourrez les lier à Bing, qui rejoint un peu généralement tout ce qui est base Yahoo. Vous avez Yandex, mais Yandex, là, on est beaucoup plus sur des sites russes de ce genre, un peu plus des sites ou des moteurs de recherche un peu moins connus que vous pourrez lier avec. Vous pouvez aussi les lier avec Pinterest, parce que Pinterest aussi en soi, c'est une catégorie, mais c'est des petites balises qui se retrouvent dans ces sites-là qui vous permettent en fait de lier votre site Internet à ces plateformes-là pour que on puisse retrouver aisément votre site Internet si vous produisez du contenu, par exemple sur Yahoo et autres. Donc, on arrive aisément à identifier votre site Internet et s'assurer que ça vous appartient. Et tout cela rentre dans ce qu'on appelle le one-page SEO. Toujours dans le One Page SEO, vous pouvez utiliser les balises HTML pour mettre en évidence les titres ou d'autres éléments de contenu et l'assurance qu'il n'y a pas de lien rompu ou de page en double sur votre site Internet. C'est par exemple des éléments qui vont rentrer dans le One Page SEO. Ici, en fait, il faut s'assurer de nettoyer la structure de l'URL et avoir un système de dénomination ordonné. Là, je vais m'expliquer parce que je trouve un peu que ça, c'est très, très, très technique.
Donc, à ce niveau-là, qu'on parle de nettoyage des URL, c'est que dans le processus d'un one-page SEO, ça va nécessiter pour vous de toujours revenir sur votre site Internet et de vous assurer qu'il n'y a pas de pages cassées, c'est-à-dire des pages qui, par exemple, lorsqu'on clique dessus, ça n'apparaît pas, ça va donner des erreurs ou d'autres éléments comme ça. Ça va vraiment, ici, pour optimiser dans le cadre d'un référencement de type one-page, on va vraiment s'assurer que tous les liens sur la page web qu'on essaye de référencer sont valides. On va s'assurer de jeter les pages qui sont peut-être en doublant et on va s'assurer aussi de regarder peut-être la structure des menus pour savoir est-ce que c'est assez facile pour un utilisateur de quitter, disons que vous avez un site web d'articles de home, après d'aller à news et qu'il soit en mesure de retourner sur sa page précédente assez facilement sur la plateforme sans qu'il n'ait besoin de sortir et autres. Donc, tout ça, ça rentre un petit peu dans le nettoyage des différents liens sur votre plateforme et ça rentrerait vraiment toujours dans un one-page SEO. Donc, ici, le référencement one-page, je ne vais pas forcément vous donner cette information-là, je l'ai mise, mais je pense que c'est compliqué. Mais je pense qu'on a assez fait le tour à ce niveau-ci. Je suis aussi en train de regarder le temps. Donc, l'opposé d'un one-page SEO, c'est ce qu'on appelle le off-page SEO. Vous allez me dire, OK, si c'est son opposé, pourquoi les deux sont dans la même catégorie? Tout simplement parce qu'ils se focalisent toujours sur se focalisent toujours un peu sur le contenu, mais le off-page SEO va vraiment mettre l'accent ici sur les liens externes qui ramèneront les gens sur votre plateforme. Mais ici, ce n'est pas du back-end, parce que ça, ce n'est pas lié au moteur de recherche. C'est plutôt vraiment lié lorsqu'il y a un actif effet de promotion de votre site Internet au travers de vos médias sociaux. Quels sont, par exemple, les liens qui vont rentrer à l'intérieur pour accroître vraiment l'engagement. Donc, le référencement ici hors page est un autre type de référencement qui pèse lourd dans la détermination du classement de votre site Internet. Il s'agit de toutes les activités de référencement que vous menez en dehors de votre site web. Il s'agit ici d'obtenir des liens de retour vers votre site Internet faisant autorité dans votre domaine, de faire la publicité sur les médias sociaux et de publier des avis et plus encore. Donc, vraiment, le référencement off-page ou hors-page, ici, va beaucoup porter attention sur tout ce qui est promotion de votre site Internet à l'extérieur et s'assurer de la bonne redirection d'un site A vers votre site Internet. Oui, Françoise, je vois la main levée. Le micro est bloqué, je n'entends pas. Oui, c'est super intéressant. Ça serait bien si on pouvait avoir des exemples, parce que tu nous parles de l'off-page, c'est un lien externe, c'est lié à nos médias sociaux, comment on va mettre en valeur notre site web. Est-ce que tu peux un petit peu développer promotion de notre site à l'extérieur? Ça reste un langage assez complexe, je trouve, pour un petit entrepreneur. Donc, comment on peut faire ça? Pas de problème. Nous Donc donner là, des exemples, ça nous aide. Moi, ça m'aiderait de voir un petit peu comment je pourrais articuler ça et utiliser ça. Pas de problème. Donc, voici, par exemple, sur Google. Ici, ce qu'on a fait sur Google, par exemple, pour créer ou qui rentrerait, par exemple, dans un type de référencement qu'on appellerait off-page, c'est créer la fiche cliente de l'entreprise. Donc, parmi la fiche cliente de l'entreprise, vous avez ici la fiche cliente de mon entreprise. Ici, lorsque les gens viennent sur… Oui? Est-ce que tu essaies de nous montrer un écran différent? Oh, oui, je dois… vous ne voyez pas? OK. Stop sharing. Est-ce que là, vous voyez Google? Parfait. Je suis vraiment désolée. J'étais en train de taper et je ne me rendais pas compte que ça n'avait pas changé. Donc, ici, sur Google, l'exemple que je vais vous prendre, c'est quand on tape Agence Crestel. Donc, ici, il s'agit de mon entreprise. Donc, quand on arrive sur l'entreprise, voilà la fiche client de l'entreprise qui a été créée sur Google. Ça, par exemple, ça ferait partie des éléments qui rentreraient dans un référencement de type off-page. Donc, en créant, et ça, c'est comme j'ai dit, c'est un type de SEO sur plusieurs techniques. Si vous vous rendez compte, par exemple, que ce type de SEO est peut-être un peu plus complexe pour vous, prenez quelque chose de plus simple qui peut être juste misé sur la qualité du contenu. Il ne faut pas forcément toujours se dire qu'il faut en faire beaucoup. Mais juste, par exemple, créer la fiche client et une fiche d'entreprise avec Google est assez simple. Vous avez juste, par exemple, à taper Google entreprise,
fiche client et vous avez à suivre chacune des étapes. Ils vont vous demander certaines informations comme par exemple le lien vers votre site internet et autres. Et ça, c'est déjà un moyen d'augmenter le référencement et la visibilité de votre site internet. Comme ça, si quelqu'un, par exemple, sur Google va taper Agence Christelle, il verra parmi les différentes entreprises les différentes entreprises dénommées Agence Christelle, il voit quand même la fiche client de mon entreprise. Donc, ça va permettre une plus grande visibilité de ma marque. Et tous ceux qui contiennent Agence Christelle vont assez apparaître. Et là, on rentrera vraiment dans un référencement un peu plus off-page. Donc là, il a des informations sur l'entreprise. Et là, vous voyez, quand on descend, on a tous les liens qui nous amènent avec nos médias sociaux, mais aussi vers notre site Internet. Donc ça, c'est un bon moyen pour vous d'accroître votre visibilité. Et c'est un moyen qui ne vous coûte absolument rien. Et si vous voulez, par exemple, faire ce type de choses, vous tapez juste, et je peux vous le montrer, Google Entreprise. Quand vous tapez Google Entreprise, vous allez voir profil d'entreprise et vous allez démarrer sur Google grâce à un profil d'entreprise et vous pourrez mettre ici tous les éléments. Donc ça, c'est un bon moyen parce que moi, ça me permet de faire la promotion non seulement de mon site Internet, mais je fais la promotion de mes différents médias sociaux. Et ça, par exemple, c'est un type de référencement qui rentrerait dans ce qu'on appelle off-page. Mais ne vous en faites pas à la dernière partie de cette présentation, je vous donnerai des techniques beaucoup plus pratiques. Là, je vous donne par exemple des terminologies, donc ça peut être assez complexe, mais à la fin de la présentation, je vais vraiment essayer de parler terre à terre sur des processus assez simples qu'un petit entrepreneur peut faire. Mais au moins, là, vous aurez une idée de si vous travaillez avec une entreprise et qui vous dit, nous, on pense que vous devriez opter pour tel type de référencement ou on vous offre tel packaging de référencement, vous avez au moins une connaissance de quels sont les éléments qui rentrent à l'intérieur ou en tout cas que vous pourriez demander dans ce type de packaging-là. Donc, cette section-ci est certes pour vous donner le langage et vous dire qu'est-ce qui rentre à l'intérieur, mais je pense que, et c'est pour ça qu'on va prendre beaucoup plus de temps sur cette partie-là, la dernière partie est vraiment utile parce que ça donne vraiment des structures que je pense quasiment tout le monde peut faire, même avec son petit site Internet qu'il a créé à côté. Mais ça, par exemple, c'est une technique qui rentrera dans du off-page. Parce que là, vous pouvez vous-même créer votre entreprise, vos différents liens. Et de là, moi, ça me permet d'avoir une promotion parce que là, le client est directement renvoyé sur moi, mon site Internet. Donc, il voit déjà le site, il a déjà toutes les informations, ça m'octroie en visibilité et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça. Et oui, Elisabeth. Oui, désolée Diana, tu parlais dans le one page de balises et je n'ai pas vraiment saisi ce que c'était ça. Donc, je vais vous montrer, si vous me permettez, ça va prendre une minute, un peu c'est quel type, qu'est-ce que je vous appelle par les balises méta. Donnez-moi juste une seconde, je vais vous amener sur la page. Ça arrive. Je ne veux vraiment pas vous perdre. Non. Parfait. Donc, cela, on rentre un peu dans l'aspect un petit peu à l'arrière du site Internet. Donc, on a relié déjà la console Google. Donc, là, on a quelques informations. Est-ce que c'est sur un site? Bon, ça, c'est le site d'une cliente. Ça, ce n'est pas forcément sur mon site. Mais là, j'essaie de vous montrer les balises bientôt. Mais que c'est pas du tout ça. Site inspection, site verification, est-ce que ça se trouve de ce côté-ci? Non, URL redirect, ce n'est pas celui-là. Non, ça rentre dans le checklist, mais c'est déjà des étapes. Donc, it's in task, non. Je mets moi juste un truc. Ce n'est pas dans le marketing integration.
celui-là. Non, non, non. Settings. Video editor, custom made. Est-ce que ça rentrera ici dans les Balices membership? Je suis vraiment désolée pour celui-là. Ça va me prendre un peu plus de temps. Email marketing, start a campaign. Nope. What's the activity? Yeah, ça c'est le planner. It's not load to make it. It's not like continue to set up. Okay. Because it's not this. Advertise. Non. Okay. Ça, c'est lorsqu'on a ajouté déjà la console et qu'on a get found. C'est déjà le analytic report. Bref. Je pourrais vous envoyer après la présentation si vous me donnez juste une minute parce qu'il faut que je retrouve exactement où ça a été fait parce que ça, c'est déjà le choix des mots-clés pour elle. Son home title a déjà été set up, homepage, connect, déjà fait, connect with the console, ça c'est déjà fait. C'est de Google, c'est on Google Console a déjà été set up avec elle. Ok, bon, ça c'est déjà d'autres éléments par rapport à la création des biographies et des descriptifs. So, exactement pour ça, il y a une autre étape. Bon, je dois vous revenir par rapport à cette étape-là parce que je n'arrive pas à me rappeler dans quelle section c'est, mais au pire des cas, je reviendrai, Elisabeth, je te montrerai cette partie de section-là. Généralement, c'est vers SEO qu'on se retrouve, j'arrive à le retrouver ici, mais je te reviens. Question très pertinente, pas de souci. Donc, mais j'espère, est-ce que j'avais répondu à ta question, Françoise, par rapport à l'exemple? Oui. Bon. Parfait. Il y a encore un moyen beaucoup plus simple que de faire encore une fiche client. C'est tout simplement, par exemple, de mettre votre site, le lien de votre site Internet dans vos différentes plateformes sociales. Donc, par exemple, si je vais sur Instagram et que… tu peux nous montrer Instagram? Parce oui, que, donc, moi, j'ai fait une page, comment ça s'appelle cette page? Où les gens cliquent dessus et puis ils vont voir différentes banderoles. Et puis s'ils cliquent sur la banderole, ils peuvent aller sur mon site web, ils peuvent commander, ils peuvent… Exactement. Ça, c'est une très bonne technique mise en place. Et ça, oui, ça, c'est une très bonne technique mise en place et c'est une bonne technique pour rediriger les gens sur la plateforme. Donc, un simple moyen que nous, on a mis en place, c'est on a un Linktree. Et dans le Linktree, on a mis tous les liens qui ramènent effectivement sur le site Internet, que ce soit le Google Reviews, la fiche client qu'on propose à nos clients, des inscriptions à d'autres programmes, l'aspect de redirection vers notre site Internet, et d'autres services proposés. Donc, par exemple, ça, c'est un bon moyen que vous avez fait. Vous nous avez parlé que vous avez mis des images, que quand les personnes cliquent, elles peuvent être redirigées sur votre site. C'est très bien. Donc, par exemple, si vous proposez des produits physiques comme de la vente de vêtements et autres, vous pouvez créer sur votre site, votre page Instagram, une boutique en ligne. Et lorsque les personnes cliqueront sur votre boutique en ligne avec les informations dessus, ils peuvent être directement redirigés vers votre site Internet. Et ça encore, c'est un bon processus de SEO. Oui, Nabila? Alors, moi, j'ai une petite question. Je me permets de te poser une question parce que je trouve le thème vraiment très, très intéressant. Juste par rapport au SEO, est-ce qu'on peut les mettre en place lors de la construction du site, de la mise en place du site? Ou par exemple, si on a déjà un site qui est opérationnel et fonctionnel, est-ce qu'on peut rajouter cette rubrique-là? Et Oui. Ouais.
Le SEO, c'est un processus qui peut se faire à tout moment dans la conception, l'établissement de votre site Internet. Donc, vous pouvez faire un SEO de base lorsque vous créez votre site Internet. Ici, généralement, dans l'ordre du processus de création, je dirais focalisez-vous vraiment sur tout ce qui est recherche de mots-clés pour s'assurer que vous mettez vraiment en lien avec les mots, des mots-clés qui sont en rapport avec votre domaine d'activité. Donc ça, par exemple, c'est très intéressant à mettre en place au départ. Un autre processus de SEO assez simple que vous pouvez en mettre en place dès le départ, en plus de vous assurer de la qualité du contenu, de la qualité des images, c'est ce qu'on appelle le site mapping ou la structure de votre site Internet. Donc, tout ce qui est lié au site mapping, c'est que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer ça à Google pour qu'ils puissent trouver facilement votre site Internet. Là, je vous ai pris l'exemple d'une plateforme comme Wix qui le fait automatiquement lorsque vous créez votre site web sur la plateforme. Ils vont prendre la structure du site que vous avez créé et va l'envoyer automatiquement à la plateforme de Google pour leur en informer de la structure qui a été mise en place. Mais si vous n'avez pas fait avec ces plateformes-là, ce n'est pas un problème. Vous allez aller sur Google Console, mettre le lien de votre site Internet sur Google Console. Ils vont généralement vous envoyer un petit lien et ce lien-là, vous allez l'inclure dans la partie arrière de votre site pour que là, et je suis désolée encore, c'est que malheureusement, il y a des termes que je peux prendre, mais on va dire les robots de Google qui s'appellent des crawls puissent partir et soient en mesure de lire l'ensemble de votre site Internet et de vous donner un rapport de votre site. Donc, non seulement ils vont s'assurer de référencer le site, mais aussi de donner un rapport de est-ce que toutes les pages de ce site Internet sont lisibles, fonctionnelles et comment même ces pages-là peuvent être optimisées. Est-ce qu'elles sont mobile friendly ou pas? Ça, dès le départ et à la conception de votre site Internet, c'est par exemple quelques étapes que vous pouvez mettre en place pour s'assurer que ce dernier soit bien. Mais si vous n'avez pas fait toutes ces étapes au départ, ce n'est pas un problème. Même lorsque vous avez créé le site Internet, vous pouvez toujours vous assurer à l'intérieur d'introduire des mots-clés, surtout lorsque vous allez par exemple aller sur Google Console, seulement dans le cas de Google, pas uniquement dans le cas de Google, mais je le prends vraiment parce que c'est, on va dire, le moteur de recherche par défaut pour beaucoup d'entre nous. Vous pouvez encore inclure dans votre console de Google des mots-clés liés à votre industrie et les robots de Google vont introduire que, OK, à chaque fois que quelqu'un va taper chaussures noires taille 36, ce soit votre paire de mocassins noirs que vous vendez sur votre site Internet qui apparaissent parce que vous avez indiqué, lorsqu'on leur demandait des choix de mots-clés, quels produits en particulier ou par exemple quels termes en particulier sont directement reliés à votre page, à votre site Internet ou à votre produit spécifique. Donc ça, par exemple, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. Et dites-vous, le SEO, c'est aussi quelque chose de constant. Par exemple, quand on va voir ça tout à l'heure lorsqu'on parlera des méthodes, des pratiques lorsqu'on fait le SEO, je vais vous en parler du fait que avec le SEO, une chose intéressante, c'est qu'il faut toujours produire du nouveau contenu et il faut publiciser ce contenu. Donc, souvent, vous faites du SEO juste en partageant peut-être votre blog, votre produit déjà sur votre page Facebook. C'est un processus de SEO parce que vous apportez de la visibilité sur le nouveau produit qui avait été mis en place et vous mettez un lien direct. En tout cas, si vous ne le faites pas, je vous encourage définitivement lorsque vous publicisez votre contenu, que ce soit sur vos réseaux sociaux ou sur des sites tierces avec lesquels vous avez eu une entente, toujours s'assurer qu'il y ait le lien qui permet d'être redirigé. Mais on va en parler plus en détail. Je sais qu'on prend un peu de temps sur ça, mais dites-vous que ça, pour moi, ce n'est pas la partie où il y a vraiment le plus grand jus dans cette présentation. Donc, pour la prochaine étape, je vais essayer de passer assez rapidement sur tous les types de SEO que je vous ai parlé parce que je crois que ce qui va vraiment vous être utile, ce sont les pratiques que vous pouvez mettre en place pour le SEO, qui est vraiment la troisième partie à l'intérieur. Et on va vraiment y voir dans cette troisième partie-là comment améliorer que ce soit votre structure de votre site Internet, quels sont les éléments à inclure à l'intérieur. On y verra aussi comment optimiser le contenu de votre site étape par étape, les petites choses que vous-même, vous pouvez mettre en place. Et enfin, on verra aussi comment vous pourrez améliorer les liens qui se trouvent aussi bien sur votre site qu'à l'extérieur pour augmenter aussi la visibilité. Donc, c'est ces petites pratiques-là que vous-même, même si vous n'avez pas une grosse connaissance en informatique, vous pourrez mettre en place. Donc, si vous me permettez juste de passer au travers rapidement des différents termes et types de SEO qui existent, on va partir sur cette partie-là et on va vraiment essayer de prendre le temps au pas à pas. Merci. Donc,
je vais passer au travers un peu de ce que j'appelais le SEO hors champ. Donc, l'une des autres choses importantes qu'il faudrait comprendre dans cette catégorie-ci, c'est que l'activité la plus importante dans l'optimisation du référencement hors page ou le off-page SEO, c'est la création de liens et l'obtention de liens de retour. Donc, généralement, dans ce type-là de référencement, au maximum, ce qu'il faudra vraiment faire attention, c'est de s'assurer de créer des hyperliens de qualité, c'est-à-dire créer un hyperlien dont le message est déjà compréhensible aisément par l'utilisateur moyen, de s'assurer que le lien que l'on a créé et que lorsque notre utilisateur est sur la plateforme va cliquer dessus fonctionne. Donc, juste pour revenir et vous donner un exemple concret, je vais reprendre ici l'exemple de la promotion sur la page Instagram. C'est donc ici de s'assurer que premièrement, on a produit un lien qui fonctionne. Donc là, c'est un lien Linktree et que ce lien Linktree-là, chacun des liens qui se retrouvent à l'intérieur pour promouvoir des éléments ou des pages de notre site Internet fonctionne aussi. Et aussi que le message qu'on a mis soit assez compréhensible. Donc, quelqu'un qui va venir sur le Linktree et va lire agence de marketing digital basée à Ottawa, agence Christelle, quand il va cliquer par exemple sur Google Review, il sait qu'il sera redirigé sur la fiche client de Google où il pourra mettre son commentaire. Donc, c'est assez clair pour lui sur ce qu'il va faire ou ce qui lui est demandé. Si par exemple, s'il clique sur site Internet, on s'assure vraiment que la page sur laquelle il va être retransféré, qui est celle de notre site Internet, fonctionne et est optimale. Et c'est ce genre de choses qui vont généralement rentrer dans le référencement hors page. C'est vraiment l'interaction entre les liens qui se retrouvent sur notre page et les liens qui se retrouvent vers d'autres pages ou d'autres médias sociaux que l'on a mis en place. L'interaction entre les deux. Donc, toujours dans le référencement hors page, là, je me suis assurée que lorsque quelqu'un va cliquer sur le petit icône de Twitter sur notre site Internet, il sera effectivement transféré vers le Twitter de l'entreprise. Donc, tout ça va rentrer généralement dans ce qu'on va appeler le référencement hors page, juste pour vous donner un petit peu ce langage et cette méthodologie. Et enfin, un autre type de SEO, dans tout ce qui reste vraiment du SEO pour l'utilisateur, donc très user-facing, c'est le SEO de contenu, ou le Content SEO en anglais. Ici, comme l'indique déjà le nom, on est sur un référencement qui va se baser sur l'amélioration de la qualité du contenu que l'on va mettre sur nos sites Internet. Donc là, on va vraiment s'assurer que on va s'assurer que lorsqu'on va produire notre contenu, qu'il y a toujours cette référence aux mots-clés qu'on a choisis au départ. Je sais que je parle beaucoup et que je me répète par rapport aux mots-clés, mais lorsqu'on va faire un référencement de type contenu, c'est vraiment ça qui est important. Il faut toujours s'assurer que, qu'importe le message, le descriptif qu'on a mis en place sur le site, il y a toujours une référence aux mots-clés qu'on veut que les petits robots de Google piquent et promeut notre page. Donc, mieux c'est et plus l'accent est mis dessus, plus il est facile en fait pour Google de s'assurer que à chaque fois qu'on va taper quelque chose qui est pertinent à votre industrie, ce soit votre page ou votre contenu qui soit mis de l'avant. Donc, vraiment, la première étape de la détermination de quels sont vos mots-clés est un peu, disons, l'étape clé lorsqu'on fait partie du SEO ou lorsqu'on essaye de développer le référencement de notre site Internet. Donc ici, un contenu de haute qualité va attirer plus de trafic sur notre site au travers des petits robots, des moteurs de recherche. Donc l'objectif dans le référencement de contenu, c'est de créer du contenu qui est adapté aux besoins des différents moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'il faut que le contenu soit facilement lisible ou scannable par les robots de chacun des moteurs de recherche qui a été mis en place et qu'il répond en fait aux attentes et aux besoins de l'utilisateur. C'est-à-dire, je répète encore, les robots de ces moteurs de recherche-là, comme Google, ne vont pas promouvoir du contenu qui n'est pas de haute qualité. S'il y a des fautes, votre contenu par défaut va être mis en bas. Si les images ne sont pas appréciées, votre contenu va être mis en bas. Si par exemple, vous avez des mauvaises reviews sur d'autres sites tierces, je ne sais pas moi, peut-être que vous avez décidé de mettre votre entreprise, disons que vous avez des affaires de restauration, vous avez des mauvaises reviews sur Yelp, ça signale déjà au moteur de recherche de Google, son site web, ça ne vaut pas la peine, on va le rétrograder. En tout cas, on est pénalisé parce que sur ces autres sites-là, on n'a pas une meilleure promotion ou on n'a pas une meilleure visibilité. Il en est de même, par exemple, si vous n'êtes même pas présent sur d'autres plateformes que votre site. Donc,
Et ça, je sors. Généralement, quand on est un jeune entrepreneur ou qu'on est un solo entrepreneur, on va faire beaucoup de choses tout seul. Je sais que pendant longtemps, j'ai été coupable de ce crime-là. Mais la réalité, c'est que quand vous êtes partout, il faut certes, moi j'ai tendance à dire, n'essayez pas d'être partout si vous n'êtes pas capable d'assurer une certaine qualité dans le contenu que vous allez produire partout. N'essayez pas d'être sur Instagram si vous savez que vous n'êtes pas très bonne sur Instagram ou encore vous n'êtes pas sûr de produire du contenu assez qualitatif pour que l'algorithme de Instagram vous pousse. Ça ne sert à rien. Honnêtement, peut-être même que les clients que vous voulez ne sont juste tout simplement pas sur Instagram. Donc, ça ne vaut pas la peine non plus de perdre votre temps et des ressources là-bas. Mais là encore, ça serait tout un autre cours, une autre présentation, mais c'est peut-être le petit conseil que je veux donner. Oui, Elisabeth. Ok, tu disais si par exemple les gens vont mettre des mauvaises revues, etc. Comment on fait? Parce qu'il y a toujours des gens qui disent du mal des autres, on s'entend. Comment on peut faire pour contrecarrer ces mauvaises revues? Parce que je sais qu'il ne faut pas les enlever. Je dis, il y a deux moyens de le faire. La première chose, c'est si vous avez eu une mauvaise recrue, c'est de les adresser. C'est-à-dire de dire, oh, désolé de cette mauvaise expérience-ci, nous sommes désolés par rapport à ça, voici tel truc que vous pouvez avoir, peut-être voici une petite réduction ou peut-être votre prochain service sera gratuit, des éléments comme ça. Mais encouragez les bonnes reviews à venir. Ça ne veut pas dire parce que il y a une différence à avoir, par exemple, sur Google un 2 et avoir un 4.3. Vous voyez la différence. C'est-à-dire, 4, ça ne va pas signaler à Google, ils sont mauvais, c'est terrible, ça ne sert à rien. Mais au contraire, c'est si on fait le ratio du nombre de personnes qui sont venues sur votre page et on se rend compte que vous êtes à 4.3, 4.5, vous êtes plutôt une très bonne plateforme, surtout compte tenu du nombre de reviews. Donc, si on dit que vous avez, par exemple, 22 reviews et que vous êtes à un 4.3, ça veut dire que vous êtes déjà parmi les tops de votre industrie. Donc, encouragez, par exemple, d'autres clients qui ont une meilleure expérience à le faire, c'est peut-être quelque chose d'important. Peut-être lorsque vous envoyez votre courriel de, je ne sais pas moi, remerciement à la fin à votre client pour dire merci d'avoir utilisé nos services, encouragez-les à laisser, par exemple, un petit review, que ce soit sur Google ou toute autre plateforme, vous avez décidé d'accroître en visibilité. Non seulement le fait que les gens viennent, tapent et écrivent prouve qu'à l'algorithme, il y a un processus d'interaction et aussi qu'il y a de la recherche pour vous. Parce que, disons peut-être, vous créez elisabeth.com. Maintenant, j'imagine qu'il y aura peut-être 3 autres personnes qui auront eu la brillante idée de créer elisabeth.com ou en tout cas .net ou une variante. Mais vous voulez que de ces 3 Elisabeth, ce soit votre nom qui apparaisse en premier. Le fait que des clients sont partis sur Google, ont tapé votre elisabeth.com et sont partis sur votre fiche d'entreprise et ont rempli, signale à Google que ça, c'est une page d'intérêt. Donc, des 3 Elisabeth qu'on a mises en place, à part si une des autres a décidé de faire de la publicité, mais là, ça sera vraiment un autre cours sur la publicité en ligne, on l'a fait. Mais là, ce qu'ils vont faire en avant, c'est qu'il va se dire, c'est son Elisabeth à elle qui est important. Et là, vous allez vous rendre compte, la note est un peu moins importante parce qu'il y a de la recherche active derrière. Et c'est ça, en fait, que l'algorithme aime. C'est plus les gens font de la recherche, plus ils sentent qu'il y a de l'intérêt des utilisateurs, plus il va pousser lui-même de manière organique votre contenu pour qu'il atteigne un petit peu plus haut. Est-ce que ça répond à votre question? Parfait, ça me fait plaisir. Donc, en ce qui concerne donc le référencement de contenu, il est important de se rappeler que l'optimisation de votre contenu existant développe une stratégie qui vous naît en fait de la stratégie qui vous convient le mieux. Donc, pour moi, je trouve que la stratégie de contenu ou le référencement de contenu, c'est la chose la plus simple lorsqu'on n'a pas de connaissances dans le SEO. Il faut juste s'assurer qu'on produit du contenu pertinent, qui soit visuellement agréable, de haute qualité, qui soit adaptable aux différentes plateformes. Et généralement, lorsque vous créez votre site Internet, surtout si vous prenez des plateformes tierces, ils vont vous proposer des formats qui fonctionnent assez simplement, automatiquement. De nos jours, vous n'êtes plus obligé de vous casser la tête. Ils vont vous montrer, ils vont vous dire peut-être que la qualité ou les pixels sont trop lourdes pour le format téléphone. Ils vont peut-être vous conseiller de prendre quelque chose de plus petit. Certaines fois même, on va vous proposer déjà du contenu qui a été réduit, adapté pour qu'il soit facilement interchangeable et tout. Donc ça, par exemple, le référencement de contenu, pour moi, je trouve que c'est un type de SEO qui est assez mis à l'accessibilité et à la portée de beaucoup de jeunes entrepreneurs et qui est honnêtement quasiment pas coûteux du tout. Et je vous conseillerais de faire ça.
Maintenant, on va partir sur les types de SEO qui peuvent être un petit peu plus ce que moi j'appelle techniques. Elle peut nécessiter de l'appui, soit d'un expert, ou si vous avez déjà cette expertise, que vous pouvez vous faire vous-même. Mais là, c'est vraiment ce qu'on appelle le back-end. Donc ça, il y aura malheureusement beaucoup plus de terminologie. Donc comme je l'ai dit, ce type de référencement se focalise sur la vitesse de téléchargement du site Internet et de son contenu et de la performance de chacune des pages de votre site dans les moteurs de recherche. Donc, à l'intérieur de cette classe-là, j'ai essayé de sortir 3 types de SEO qui peuvent être intéressants ou que même vous avez peut-être déjà utilisé consciemment ou inconsciemment. Donc, on a le premier qui est un peu ce qu'on appelle le référencement technique ou en anglais Technical SEO. Donc, ce type de référencement implique vraiment une sorte d'audit ou de révision de votre site pour s'en assurer de l'optimisation. À ce niveau-là, moi, je vais essayer de vous montrer la plateforme Google Console et je vais essayer de vous montrer à quoi pourrait ressembler, par exemple, un moyen d'optimiser votre site Internet sur Google Console. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. Donc, globalement, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on ira sur la plateforme de Google? Je vais vous le montrer dans une minute. C'est que ces derniers, ce que eux, ils font, c'est qu'eux vont analyser pour vous la plateforme, votre site Internet, et va vous dire quelles sont les pages qu'il a indexées, c'est-à-dire donc les pages qui vont être visibles sur le moteur de recherche, et quelles sont les pages qu'il n'a pas pu indexer. Et généralement, ils vont essayer de vous donner des raisons pourquoi elles n'ont pas été indexées. Ils peuvent vous dire souvent, OK, ça n'a pas été indexé parce qu'on n'arrivait pas à le lire, ou on n'a pas compris le lien, ou le lien est cassé, ou par exemple, ça va être que la qualité n'est pas extra. Mais ça, c'est qui est vraiment bien avec Google. Donc là, on est sur le Google Console du site Internet d'une de mes dernières clientes. Donc ici, on voit un petit peu comment se présente la plateforme. Je vais essayer de vous donner en fait une aperçu pour que vous sachiez un peu comment voir. Donc là, c'est un petit peu la vue d'ensemble. Ça nous dit quelles sont les performances, combien de clics elle a reçus, les périodes de pic, c'était quelles sont les vues. Ça nous donne l'indexation. Ici, c'est sur ça vraiment qu'on va se focaliser. L'indexation, c'est quelles sont les pages qui sont visibles par Google, ou en tout cas qui peuvent être faciles, qui sont promues sur le moteur de recherche de Google actuellement. Maintenant, ça ne donne pas la position, mais ça indique à peu près quelle page il a pu détecter du site Internet après avoir analysé la structure du site. Donc là, par exemple, il dit détecter actuellement, non indexé. Il me dit à peu près quelles sont les pages, pourquoi des pages ne sont pas indexées. Ils essayent de vous donner des raisons en fait. Et vous pouvez cliquer dessus et vous avez des raisons précises. Par exemple, il va vous dire, OK, cette page-ci, c'est à cause du titre. Ça s'appelle Basic 01. Je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire et en quel rapport ça a. Donc, moi, ça me signale, par exemple, quand je vais retourner sur la conception ou le développement de son site, je dois changer l'URL pour rendre l'URL, et l'URL ici, c'est le lien, qui soit plus compréhensible par la machine. Comme j'ai dit, ça, c'est quelque chose d'un peu plus technique. Donc, si vous n'êtes pas confortable, vous n'êtes pas sûr, je vous conseillerais d'éviter d'aller un petit peu jouer là-dedans. Ça, c'est vraiment un conseil un peu plus pratique. Donc, moi, par exemple, ça me dit quelle page et quoi. OK, cette page-ci, tester blocage du robot, ça me donne un petit peu des raisons pourquoi ça ne lit pas foncièrement. Mais là, comme j'ai dit encore, lorsqu'on clique dessus, on est vraiment sur un peu plus complexe, on est sur du langage HTML, on est sur autres éléments. Donc ça peut être un peu plus complexe. Donc, je ne vais pas trop me focaliser dessus parce que, comme j'ai dit, ça peut être vraiment un cours universitaire, mais c'est par exemple pour vous montrer quels sont les petits outils qui sont mis à la disposition pour lire en fait ce processus-là ou des questions que vous pouvez poser à un expert dans le domaine et comment aussi on peut l'optimiser. Mais généralement, lorsque vous cliquez sur le lien, on va vous transférer sur une page un peu plus technique, là où on va vous expliquer les raisons dans le code, c'est quoi le problème et tout et tout. Donc, c'est par exemple quelques-unes des stratégies qui sont mises en place. Quelles sont les plateformes? Là, j'ai mes pages qui sont indexées. Quelles sont les pages qui ont été indexées, affichées?
toutes les données, ça me dit, OK, quelles pages sont lues, on arrive facilement à lire son site est trouvable sur le moteur de recherche Google, on arrive à lire la section nouvelles, on arrive à lire la section contact, on arrive à lire un petit peu toutes ces plateformes-là. Ça me dit aussi quelles ont été les dernières périodes d'exportation, c'est-à-dire c'est quand la page a été lue par le moteur de recherche. Ça me donne des informations comme ça. Mais comme j'ai dit, c'est quelque chose de beaucoup plus technique et qui peut nécessiter un peu plus de notions dans le domaine. Donc, vraiment, ici, pour vous donner un exemple de cas de méthode ou de choses que dans le référencement un peu technique, les moteurs de recherche aiment, c'est qu'ici, les moteurs de recherche comme Google vont beaucoup plus privilégier des sites Internet dont la conception est très réactive et dont la structure peut être adaptable au téléphone aussi. Donc ça, par exemple, c'est une chose à prendre en considération dans un référencement un peu plus technique. Mais comme j'ai dit ça peut nécessiter de la connaissance un petit peu sur tout ce qui est algorithme, conception de site Internet et autres. Donc, si vous n'êtes pas confortable à ce niveau-là, peut-être faire affaire avec un expert serait mieux adapté. Donc, lorsqu'on parle de ça. Donc, en dehors du référencement technique, on a ce qu'on appelle le référencement local. Et ça, c'est quelque chose de plus intéressant, mais seulement si vous avez un magasin physique. Ou en tout cas, vous vendez un produit qui nécessiterait que les gens viennent sur place. Donc, l'un des principaux types de référencement qui concerne les entreprises locales, c'est effectivement ce qu'on appelle le local SEO. Ici, des milliers d'entreprises exigent que des clients se rendent dans des locaux, même si nombreuses d'entre elles opèrent aussi entièrement en ligne. Mais ça peut être quand même très utile si vous vous rendez compte que votre clientèle cible, vous voudrez qu'elle fasse des recherches un peu plus ciblées de manière locale pour trouver votre produit. Donc, à l'intérieur, vous pouvez mettre aussi quelques stratégies pour améliorer vraiment des visites à l'échelle locale. Donc, vous ne gagnez pas d'argent si les clients ne franchissent pas la porte de votre magasin. Plus un contenu est bien présenté au moteur de recherche, plus il est probable qu'il se montre aux clients. Donc, l'inclusion d'une région, d'une ville dans votre contenu, comme les titres de page, c'est-à-dire lorsque vous allez écrire le titre d'une page, essayez d'introduire dans les mots-clés à l'intérieur la région ou la localité que vous desservez. Ça peut être un bon aspect pour accroître un petit peu le référencement local de votre entreprise, que ce soit aussi dans les descriptifs des services proposés. Si votre descriptif ou votre clientèle cible est très basée locale, vous pouvez toujours inclure un petit peu votre ville ou les zones que vous desservez à l'intérieur. Par exemple, nous, dans nos descriptifs, on revient toujours sur PME, francophone, milieu minoritaire, où souvent on essaye de préciser Ontario, franco-ontarienne, pour que lorsque les gens font des recherches vraiment dans cette francophonie en milieu local, ils nous trouvent pour qu'on dise, on comprend et on se focalise dans un domaine en particulier. Parce que quand même, le domaine québécois est très saturé, je ne vais pas vous mentir. Et donc, nous, ça nous permet un petit peu de contourner, d'avoir un petit peu de visibilité nous-mêmes. Donc, en outre aussi, si vos clients ont une expérience positive avec votre marque, si vous avez créé une fiche de client sur Google Entreprise, vous pouvez vous assurer que ça augmente un petit peu le référencement local et il sera plus promu par les plateformes. Donc, je vais essayer de passer un petit peu vite. Donc, le dernier, par exemple, de type de SEO qui rentrerait dans ce qu'on appelle back-end, ça s'appelle un référencement de type mobile. Ici, le processus d'optimisation de votre site Internet s'assure vraiment que votre site soit visible par les appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes et qu'il soit un peu facilement utilisable. Donc, si vous avez entendu une expression lors de la conception de votre site Internet, vous entendez beaucoup mobile friendly. C'est ça qui rentre vraiment à l'intérieur. Donc, comme j'ai dit, si vous prenez des plateformes pour concevoir votre site Internet, généralement, les plateformes vous offrent cette possibilité-là d'avoir déjà quelque chose d'adaptable pour les moteurs de recherche. Mais ça peut être un peu plus compliqué si vous avez pris une plateforme, par exemple, comme WordPress ou autre. Là, il faudrait peut-être avoir un expert qui aille au niveau des algorithmes ou recrée quelque chose qui soit uniquement spécifique au format mobile. Donc ça, c'est par exemple quelques éléments à prendre en considération lorsqu'on fait le choix de ces plateformes-là.
un expert dans le domaine vous le facturera, vous l'expliquera dans votre facture comme OK, parce qu'on a pris par exemple un document un peu WordPress qui n'était pas facilement adaptable, voici ce qu'on a fait. Mais depuis, je pense que quand même WordPress a changé son processus depuis. Je crois qu'eux aussi, ils offrent des sites Internet si on construit sur la plateforme qui sont aussi adaptables au téléphone d'une manière ou d'une autre. Mais par exemple, ça, c'est des choses qui aident avec le référencement et la promotion de votre site Internet. Donc, une expérience négative d'une marque sur téléphone portable peut décourager définitivement un client potentiel. Donc, ce type de référencement est essentiel car il vous permet d'atteindre vos clients au bon moment et au bon endroit en leur offrant une meilleure expérience possible. Donc, l'optimisation mobile vous aide à analyser votre site, sa structure, sa vitesse, parce que aussi une chose qui est très intéressante, c'est que lorsque vous allez concevoir un site Internet, prenons encore comme vous utilisez des sites que j'appelle assez faciles d'emploi. Là, quand je dis site facile, je vous mets Wix, Squarespace, Billy, il y en a plein qui existent comme ça pour assez facile d'usage. Ou même GoDaddy. Ce que ces sites-là vous proposent, c'est lorsque vous allez mettre votre contenu, vous mettre vos images, si elles sont trop lourdes, le contenu va vous dire « Ah, ça ne va pas être mobile friendly ». Donc, il faut casser. Moi, je vous le montre. Moi, je partage mes expériences négatives. Le premier site web que j'avais fait, par rapport à une certaine qualité d'image que j'avais produit, malheureusement, il y avait beaucoup de contenu que les moteurs de recherche, quand j'analysais, me disaient « C'est trop lourd ». Donc, moi, par exemple, lorsque j'ai refait le nouveau site web actuel, il y a certains éléments qui peuvent se trouver sur le site web mobile qui ne sont pas du tout sur le site web classique, tout simplement parce qu'il faut adapter par rapport à ça. Et c'est une chose que l'on fait très souvent pour nos clients. On se rend compte que des formats d'images qui fonctionneraient pour un plus grand écran comme un desktop ou un laptop ne fonctionnent pas sur tablette, ne fonctionnent pas sur téléphone. Donc, on essaie au maximum de montrer à nos clients, lorsqu'on crée le site web pour nos clients, de s'assurer de les faire pour les 3 plateformes ou de réorienter, par exemple, des boutons ou le menu pour qu'ils soient plus accommodants pour l'écran du téléphone. Donc, ça, c'est par exemple quelques mesures mises en place. Et comme ça, plus le site Internet est ce qu'on appelle mobile friendly, plus Google vous donne des points par rapport à ça. Il dit, ah, c'est facilement utilisable pour téléphone parce qu'on se rend compte qu'il y a plus d'utilisateurs mobiles, donc on va pousser son site. Donc, là, le site peut facilement se retrouver peut-être à la page 2 ou à la page 3 au lieu de la page 14. En plus de maintenant, le site va regarder plein d'autres éléments pour pousser au maximum si vous faites votre SEO. Donc ça, j'ai essayé de parler des types de SEO, mais ça, c'était vraiment, pour moi, je trouve la partie très lourde et très technique. J'essayais de vous montrer le langage ou les formats ou les choses qui peuvent être mises en place à l'intérieur. Mais maintenant, je veux qu'on se focalise sur l'aspect pratique. Je sais qu'on a un peu dépassé le temps, Nabila, mais j'aimerais vraiment pouvoir… est-ce que tu me donnes, Nabila, encore une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes pour Ouais, il n'y a pas de souci. Il faut juste voir avec avec nos participantes si elles sont OK pour rester encore avec nous. Ben, on ne se lasse pas de toi, hein. Okay. Mais je pense qu'on est dans les temps. Il est 18h17. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 18h40 si vous êtes OK. Parfait. Donc, merci beaucoup. Donc, je sais que tout ce que j'ai donné avant pouvait être un peu plus complexe. C'est là où c'est la partie vraiment de notre présentation où moi, j'aime parce qu'on va décomplexifier beaucoup de choses et on va parler de choses très pratiques que vous pouvez faire, mesdames, pour répondre à chacune de vos besoins. Et ça, c'est très simple. Donc, un moyen ou une chose que vous pouvez faire dans le SEO, moi, j'ai décidé de vous donner ces conseils pratiques par catégorie. La première catégorie sur ce que j'aimerais faire, c'est l'amélioration de la structure de votre site Internet. Donc, j'ai parlé de la structure du site Internet, dans tout ce qui est SEO un peu technique. Je vous ai dit, OK, vous pouvez faire ça dans ce type de SEO, dans ce type de référencement. Vous pouvez faire ça dans tel autre type de référencement. Ça peut être assez lourd. Mais concrètement, en fait, ce que vous pourrez faire à votre niveau pour optimiser vraiment tout ce qui est arrière-plan de votre site, c'est l'une des premières choses, c'est d'utiliser, par exemple, l'URL HTTPS. Donc, lorsque vous allez choisir, par exemple, votre nom de domaine et autres, dépendamment de la plateforme, vous pouvez avoir HTTP normal ou HTTPS. Le S, c'est une sorte de sécurité autour de ça.
que vous allez acheter. Ce n'est pas à vous de concevoir l'URL au travers des Google Analytics. Non, c'est juste un premium ou un aspect que vous allez payer. Généralement, ce qui est bien, c'est que sur nos ordinateurs, lorsque vous allez sur un site web HTTPS, vous aurez toujours le petit cadenas à côté de l'URL. Un peu comme là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu mon écran Canva. Je vais sortir un petit peu de ma full présentation pour le montrer. C'est que lorsqu'on est sur, par exemple, là, ma plateforme Canva, vous voyez Canva, un petit crochet cadenas à côté. C'est parce qu'il utilise un HTTPS qui prouve que c'est un site web sécurisé, qui prouve que c'est un site web qui n'y aura pas de problème. Et c'est la même chose lorsque vous venez sur notre site web à nous, par exemple à l'agence Christelle. Parce qu'à côté, lors de notre achat, on s'est assuré de prendre un site web HTTPS, qui est un site web sécurisé, pour s'assurer que quand les gens viennent sur la plateforme, que ce soit leurs données sont protégées, mais ça nous permet aussi d'éviter. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des couacs, mais ça, en tout cas, ça donne une plus grande protection à votre site et la protection aussi des données et de vos données aussi personnelles, vous qui avez conçu le site Internet. Donc ça, c'est une petite chose que vous pouvez vous-même faire juste lors de l'achat de votre nom de domaine existant. Donc, vraiment, HTTPS, pour ceux qui voudraient comprendre, c'est un protocole de communication Internet qui protège l'intégrité et la confidentialité des données entre l'utilisateur de l'ordinateur et le site Internet. Donc, tout site web HTTPS signale à la machine de votre utilisateur, c'est un bon site, on ne le bloque pas, on peut avoir l'accès aux informations. Et vous, votre seul travail, ce n'est pas de le créer, c'est de l'acheter. La deuxième chose que vous pouvez vous faire pour améliorer le SEO, la structure de votre site Internet, c'est de planifier la structure de votre site. De manière générale, planifier la structure du site Internet, c'est si vous allez sur l'approche, je vais faire mon site moi-même. Vous allez sur un site comme GoDaddy. Je prends un exemple. Vous tapez site web pour entreprise de vente de vêtements. GoDaddy va vous proposer sa structure. Mais vous êtes comme, j'aime pas forcément les templates de GoDaddy. Moi, je vais créer moi-même mon site Internet par GoDaddy. Lorsque vous prenez un template, l'aspect facile, c'est que la structure a déjà été créée pour vous à l'arrière-plan. Vous n'avez quasiment rien à faire et vous changez juste le contenu. Vous n'avez pas besoin de faire un travail actif parce que, effectivement, lorsque vous payez votre plan premium à GoDaddy, GoDaddy a déjà fait le travail pour vous. C'est pour ça qu'ils vous chargent leurs frais d'hébergement premium. Mais si vous décidez de prendre la route, moi, je vais le faire de A à Z. Là, ça va être un peu plus compliqué. Oui, GoDaddy va peut-être vous appuyer jusqu'à un moment donné en créant des pages de base si vous vous inspirez un petit peu de ces templates. Mais certaines peut-être nouvelles pages que vous allez intégrer, si elles sortent de la structure classique que GoDaddy connaît, là, il sera de votre responsabilité de partir à l'arrière-plan, d'aller de ce qu'on appelle le sitemap et d'aller informer dans le sitemap que, OK, cette page a été ajoutée. Généralement, comme j'ai dit, si vous prenez des sites tierces pour créer, ces pages-là vont être mises à jour automatiquement au fur et à mesure. C'est ça la flexibilité et la beauté lorsqu'on crée sur des plateformes comme GoDaddy et autres. Mais si vous choisissez peut-être l'option un peu plus complexe de créer un site web HTML, planifier la structure à l'avance peut vous aider lorsque vous allez transférer les informations de votre site à des plateformes comme Google Console. Ici, vraiment, ça va inclure le nombre de pages et de sous-pages, les liens à inclure, les images et le contenu, prendre des exemples. Si vous pouvez déjà un peu avoir cette structure déjà préétablie, planifier un peu, voilà comment je veux que mon site web ressemble, quels sont les éléments à l'intérieur, ça facilite beaucoup le travail. Un autre moyen même pour signaler aux plateformes ou aux moteurs de recherche la structure de votre site, c'est de toujours vous assurer d'avoir une barre de menu. Ça, c'est très utile parce que là, ça va signaler directement au moteur de recherche, fie-toi à la barre de menu. Et il va juste référencer toutes les pages qui se retrouvent dans votre barre de menu. Ça, c'est par exemple un aspect que vous pouvez mettre en place à l'intérieur. Une autre chose que vous pouvez faire pour améliorer la structure de votre site Internet, c'est la création d'une page de navigation pour les utilisateurs. Ici, lorsque je parle de la création d'une page de navigation pour les utilisateurs, je veux appeler un petit peu, c'est une page, une landing page. Disons par exemple que quelqu'un vous a connu sur un post Instagram. Vous allez mettre le lien
toujours vous assurer d'avoir un lien qui ramène, que ce soit à votre site Internet ou votre page web que vous avez créée, si vous avez préféré de prendre juste une page web. Ça, c'est très important et ça augmente le SEO. C'est tout ce que j'avais parlé dans la section où je développais le User Facing SEO. C'est juste l'inclusion de liens dans des posts, du contenu, toujours inclure un peu ce lien vers votre site Internet. Ça permet déjà d'améliorer l'expérience utilisateur et donc signale au moteur de recherche un intérêt, une recherche active de son site, pas sur des sites tierces. Donc, ça prouve qu'il faut un peu la monter au niveau de la recherche. Un autre aspect qui est vraiment utile, c'est d'afficher des pages 404 utiles. Donc, vous êtes déjà arrivé à des moments où… Oui, Françoise. Est-ce qu'on peut revenir à la présentation parce qu'on est toujours sur ton agence? Oh my God, désolée, je pensais qu'on était revenu à la présentation. C'est mes problèmes. Donc, j'ai parlé création d'une page de navigation pour les utilisateurs qui étaient là. Maintenant, je parlais de afficher des pages 404 utiles. Donc, vous avez déjà retrouvé sur un site où vous cliquez dessus, vous cliquez sur un lien et ça vous amène sur une page Error 404. La page Error 404 n'est pas négative, elle est complètement utile, mais il faut savoir la structurer. Par exemple, si quelqu'un arrive et voit une page Error 404, en bas, redonnez-lui un lien vers soit le nouveau contenu qui est adapté ou mis à jour, ou encore vers la page d'accueil de votre site Internet. C'est-à-dire, vous ne perdez pas l'utilisateur parce qu'il a un moyen pour revenir sur la page principale. Donc, si vous me permettez de vous montrer un exemple de page Erreur 404 qui pourrait être idéal pour vous, je me permets de le prendre. Image. Page 25. Rechercher. Voilà, parfait. J'ai trouvé un modèle idéal que j'adore. Et je veux le mettre en avant. Open tab. Parfait. Donc, je vais partager. Une page Erreur 404 idéale ressemblerait à ça. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre l'icône ou le petit bonhomme comme ça, mais ça serait, ce qui est intéressant avec cette page-là, c'est que ça vous dit, oups, la page que vous recherchez semble introuvable. Donc, code Erreur 404. Mais, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ça vous donne d'autres liens utiles. Donc, on ne perd pas l'utilisateur qui est venu sur votre site Internet de peur qu'il se dit, OK, la page ne fonctionne pas, je pars. Mais là, il a accès à des liens. Donc, en cliquant sur le lien, vous le gardez actif sur la page et vous le réorientez vers des pages ou du contenu intéressant. Donc, c'est ce que moi, j'appelle une page Erreur 404 utile. Ce n'est pas juste une page qui dit « Error not found », c'est quelque chose qui permet quand même de garder l'utilisateur et d'avoir toujours son attention le plus possible pour éviter qu'il sorte de la plateforme. Donc, si nous continuons, ici, je vais share this instead. Par la suite, c'est rendre votre site compatible avec les moteurs de recherche. Donc, vous allez me dire, rendre mon site compatible comment? C'est pour rendre votre site compatible avec les moteurs de recherche, ça va par exemple passer par l'augmentation de la vitesse de téléchargement du contenu. Donc ici, de manière très pratique, pour rendre votre site Internet compatible, ça va dire mettre du contenu qui correspond aux standards de l'industrie. C'est-à-dire, souvent, on veut prendre de très belles photos, mais souvent, les très belles photos pixelisées à fond, faites par des professionnels, sont lourdes. Très lourde. Et certes, on ne veut pas compromettre la qualité, mais si vous pouvez demander par exemple à vos professionnels ou à vous-même de réduire la taille des images, c'est souhaité. C'est-à-dire que ce soit assez beau pour qu'on voit le produit et qu'on voit les détails du produit, mais quand même pas trop lourd pour que la machine se dise, OK, pour télécharger ce site Internet-là, ça va me prendre au moins 30 secondes à 1 minute. Et en 30 secondes, 1 minute, c'est beaucoup trop loin en format informatique. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus prompt, de beaucoup plus rapide, auquel on aura accès. Ça va aussi passer par quoi? Une amélioration de la structure du site Internet, comme je l'ai dit précédemment, s'assurer que chacune des pages soit bien référencée, s'assurer que les URL utilisées sont sécurisées pour chacune de nos pages, ainsi de suite. Ça va aussi passer par l'inclusion de mots-clés pertinents. Je répète encore, les mots-clés sont peut-être le nerf de la guerre lorsqu'on fait le référencement, parce qu'ils vont aider la machine à comprendre
c'est quoi votre site, c'est quoi votre industrie, c'est quoi votre public cible. Et ça, c'est une chose, ce sont des choses que vous pouvez mettre en place pour rendre vraiment le site compatible aux différents moteurs de recherche. L'une autre chose que vous pouvez faire, c'est mettre des breadcrumbs. C'est quoi un breadcrumbs? Un breadcrumb, c'est une rangée de liens internes en haut ou en bas de page qui permet aux visiteurs de revenir rapidement à une section précédente ou à la page d'accueil. Globalement, c'est le menu. C'est simplement le menu. C'est que lorsqu'une personne clique sur un lien, elle soit en mesure de revenir sur la page précédente parce qu'il y a une structure dans le site Internet. Je vais vous montrer un exemple de mauvais site Internet. Quand je parle de ne pas bien utiliser les breadcrumbs, je vais vous montrer vraiment un mauvais élève, mais ce mauvais élève-là, c'est un site web du gouvernement. Je vous le dis, juste pour vous informer. Donc, ce mauvais élève, OK, partage d'écran. Donc, ça, c'est un mauvais élève. Je sais pourquoi il est un mauvais élève, parce que je travaille pour eux. Et en même temps, je me bats avec l'administration pour ça. Donc, globalement, pourquoi je dis qu'ils sont un mauvais élève? Parce que ici, quand je clique sur convention, j'ai rien qui me permet de retourner à ma page précédente. Je dois à chaque fois retourner sur la page d'accueil. Ça, c'est un mauvais élève. Parce que ça ne devrait pas être comme ça. Je devrais être en mesure de pouvoir partir sur une page tierce. Par exemple, là, c'est peut-être un peu moins compréhensible, mais disons, donc la page de lien n'est pas forcément la meilleure des pages parce que ça fait de nature sortir du site Internet, mais maintenant, OK, parfait. Ça, par exemple, c'est un mauvais élève parce que regardez, quand je clique sur ce lien-ci, je suis envoyée à la page du comité des ressources, du comité de Human Rights and Race Relations. Mais je n'ai aucun accès pour retourner juste à la page des comités. Je suis obligée de retourner complètement sur la page d'accueil. Ça, c'est un vrai mauvais élève. Ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez être un bon élève. Un bon élève, par exemple, c'est que vous allez permettre à vos clients de toujours revenir sur, par exemple, la page précédente. Donc, je ne veux pas forcément dire que je suis une bonne élève en particulier, mais c'est pour dire, si quelqu'un clique ici, il a quand même son moyen de revenir à la page. S'il clique sur Next, il peut aller sur la page suivante, sans non plus compromettre le fait qu'il peut retourner à la page précédente. Alors que sur le premier site qu'on a vu, où c'était des mauvais élèves, à chaque fois, l'utilisateur revient sur la page principale. Et ça, c'est mauvais parce que la personne se frustre. Je n'ai pas accès à l'information. Je dois faire 40 pages. Il n'y a pas de fluidité dans le contenu. C'est pour ça que vous voudriez créer ce qu'on appelle des breadcrumbs. Et les breadcrumbs, c'est un peu comme ceci, une barre de menu qui vous permet soit de retourner à un élément précédent, un élément suivant, ou encore, là, on a toujours accès à notre barre de menu au-dessus. Ce qui veut dire, si à un moment donné, je ne veux plus connaître les projets, ben, je peux partir sur la page contact. Mais en même temps, je n'ai pas besoin de revenir toujours à la page d'accueil pour là retourner à la page contact, pour revenir. Il n'y a pas de back and forth. Et là, la sortie est facile. Disons peut-être que quelqu'un va sur la boutique. Il est comme, ah ouais, j'aime bien. Il clique sur la boutique. L'expérience utilisateur est quand même le plus optimisée. Il vient, il a l'image de son produit, il peut l'ajouter à sa carte. Il a un checkout qui est possible, mais à tout moment aussi, il peut retourner. Mais il a encore toujours accès à ce petit panier-là. C'est par exemple des petites choses comme ça que vous mettez en place. Et tout ça est pris en compte par les moteurs de recherche pour optimiser la recherche de votre site Internet. Et c'est grandement apprécié. Donc, ça, c'était un petit peu ça qui rentre dans la catégorie breadcrumbs. C'est ce qu'on va généralement utiliser. Aussi, une autre chose que vous pouvez toujours faire pour améliorer la structure de votre site Internet, c'est utiliser des liens simples et descriptifs. Donc, vous voulez avoir des liens qui sont courts et facilement compréhensibles par les visiteurs. Par exemple, si quelqu'un clique sur boutique, il sait que là, je vais dans la section du site Internet où j'achète le produit. Quelqu'un clique sur contact, il sait que là-bas, je pourrais vous rejoindre, ou en tout cas, j'aurai le contact des membres de l'organisation. Je clique sur équipe, je connais qui travaille pour la section d'équipe.
c'est des liens courts, simples et descriptifs. Vous ne voulez pas non plus être trop long parce que le temps d'attention d'une personne est limité. Plus c'est court, mieux c'est, mais vous voulez quand même être précis. Donc, vos liens doivent être aussi mis à jour de manière fréquente, c'est-à-dire si un lien ne fonctionne plus ou une page a changé, toujours s'assurer de revenir sur le site Internet et de l'éliminer. Si par exemple la page équipe est obsolète, éliminez complètement la page équipe. Ou encore, si les personnes ou les membres de votre équipe ont changé, revenez sur le site et updatez un petit peu pour qu'on ait toujours les personnes les plus récentes possibles. Avoir les informations mises à jour est vraiment utile et ça permet de garder les gens sur la plateforme. Utilisez aussi, par exemple, des pages 404, comme je vous l'avais aussi conseillé précédemment. Pourquoi dans les liens? C'est que, disons, par exemple, vous travaillez encore sur la page équipe. C'est-à-dire, les membres de l'équipe ont changé du jour au lendemain, vous n'avez plus la même équipe. Qu'est-ce que vous faites en attendant que cette page-là soit remise aux normes? Vous pouvez créer, lorsque quelqu'un clique, vous pouvez maintenir équipe, mais lorsque la personne va cliquer, elle va être redirigée sur une page, comme on a vu, erreur 404, où là, on va dire, oups, nous sommes désolés, la page équipe est en processus de travail, nous vous invitons à cliquer sur d'autres parties de la page ou de notre site Internet pour avoir accès à telle ou telle information. C'est-à-dire, on garde l'utilisateur sur la plateforme, mais le lien crée toujours une sorte de boucle et de redirection à l'intérieur de la plateforme. Donc, je sais que c'est un peu long et un peu technique. Je savais qu'en faisant un atelier sur le SEO, ça serait quand même lourd, mais on essaye de voir ensemble quelles sont les méthodes que vous pouvez mettre en place. Donc ça, par exemple, c'était quelques stratégies, à peu près 7 stratégies que vous pouvez faire pour améliorer la structure de votre site Internet. Maintenant, passons à des stratégies pour optimiser le contenu sur le site que vous avez créé. Donc, vous avez peut-être la structure, ça reste un petit peu lourd, un peu difficile, vous n'avez peut-être pas le temps. Comment vous pouvez faire? C'est aussi vous focaliser sur le contenu. Comment moi, je peux rendre mon contenu donc intéressant? La première chose simple, c'est rendre votre site Internet utile et intéressant pour votre membre. Ici, le contenu que vous allez inclure dans votre site Internet doit répondre aux besoins de votre clientèle cible. Ce dernier doit être présenté dans un format visuellement agréable, facile d'accès sur votre site Internet, c'est-à-dire devenir un expert dans votre domaine et que ça se ressente dans votre site. La qualité des articles, la qualité des produits, la qualité des descriptifs. Quelqu'un qui sort de là doit dire « je sais ce que j'ai vu » et c'est cohérent avec toute l'image de marque que vous mettez dehors. Un autre toujours aspect très utile, c'est déterminer ce que vos visiteurs veulent et leur donner. Ici, ce processus va vraiment débuter par le choix des mots-clés. Vous devez prendre des mots qui sont pertinents dans votre industrie et populaires dans les moteurs de recherche. Un bon outil pour vous, ça s'appelle Google Key Planner. Je vais vous le montrer tout de suite à l'écran. Google Key Planner. Et pour vous dire, c'est vraiment un outil idéal parce que Google va directement vous permettre de choisir quels sont les mots-clés qui sont les mieux pour votre industrie. Donc, vous voyez un petit peu ça, ces informations ici, vous n'aurez qu'à vous inscrire au travers de votre compte Google, vous pouvez y avoir accès. Mais c'est une plateforme complètement gratuite qui va vous donner des statistiques par rapport à votre industrie, qui va vous dire « Ah oui, ce mot-là, il est tendance ou pas », ainsi de suite. Donc, par exemple, ça, c'est un très bon outil qui peut être utile. Et bien sûr, vous pouvez avoir la page en français. Normalement, nous pouvons l'avoir en français, France de français, et vous êtes en mesure de faire votre recherche adaptée avec vos mots-clés qui correspondent à la langue dans laquelle vous opérez. Donc, par ailleurs, le contenu sur votre page doit être doit être bien écrit et facile à suivre. Donc, toujours dans ce que je disais précédemment, dans déterminer ce que vos visiteurs veulent et donner le leur, toujours s'assurer qu'on a du contenu cohérent et qui est facile à suivre. La qualité du contenu vous permettra d'accroître la visibilité, mais vous permettra aussi d'asseoir votre expertise dans votre industrie et ce contenu doit toujours être frais et unique pour attirer l'attention. Donc, toujours avoir du contenu qui est mis à jour et adapté aux réalités de l'industrie. Oui, Françoise? Est-ce qu'on peut utiliser ce moteur de recherche pour les hashtags ou c'est vraiment complètement différent? C'est différent. Pour les hashtags, là, je vous conseillerais d'autres plateformes. Je pense que je peux vous faire quelques... J'ai dans mes données
dans mes plateformes, d'autres plateformes pour le hashtag qui peuvent être assez intéressantes pour vous. Mais celui-là, c'est uniquement pour les mots-clés. Merci. Mais en même temps, je me dis, si vous avez des mots-clés dans une industrie qui peuvent être intéressantes déjà, vous pouvez les rendre en hashtag. À vous juste de voir s'il y a une assez grande audience dessus. Et généralement, la stratégie hashtag que je conseille à la plupart de mes clients, c'est de leur dire, vous voulez quelque chose pour la stratégie hashtag qui ne soit pas un hashtag qui ne soit pas trop gros ni trop petit. Pas trop gros, c'est que je suis désolée, si ça a déjà plus de 300 000 personnes qui ont utilisé ce hashtag, c'est déjà trop gros. Votre contenu va être perdu. Si il est trop petit, c'est-à-dire 10 personnes l'ont utilisé, ça veut dire qu'il n'est pas pertinent. Donc, entre 10 et 1000 personnes, c'est vraiment, soit vous êtes sur vraiment quelque chose de très niché, soit c'est définitivement pas quelque chose de pertinent. Mais si vous êtes entre 10 000 et 100 000 personnes qui ont utilisé, vous rentrez dans ce qu'on appelle une classe à peu près moyenne. Et ça, c'est plus intéressant. Vous pouvez même peut-être monter jusqu'à 200 000. Entre 10 000 et 100 000, c'est intéressant parce qu'il y a pas assez de contenu pour que ce soit saturé, ce qui veut dire que votre contenu a une chance d'être vu et d'avoir de la visibilité, mais pas trop petit pour dire que c'est juste une seule personne qui va le voir à chaque fois. Parce que dans les 100 000 personnes, vous en aurez quand même une couple qui l'ont utilisé presque une centaine de fois. Surtout s'ils sont dans la même industrie que vous. Donc ça, c'est par exemple une stratégie hashtag que je vous dirais de mettre en place qui peut vous aider. Par la suite, toujours dans l'optimisation de contenu, agissez de manière à accroître la confiance. Encore tout ce que j'ai dit, de positionnez-vous comme un expert de votre industrie, faites de votre site Internet ou de la plateforme que vous avez mise en place vraiment un point d'ancrage. Et ce qui est bien, c'est que même si vous êtes dans quelque chose de plus vente que quelque chose de plus service, toujours, vous pouvez créer une section blog où là, vous pourrez revenir, par exemple, sur des aspects intéressants de votre industrie. Je ne sais pas, disons que vous vendez des habits. Vous pouvez, mais par exemple, votre particularité dans la vente des habits, c'est que vous vendez des habits qui sont fabriqués localement et qui représentent un groupe en particulier. Donc, créez une histoire derrière chacun de ces produits. Créez, par exemple, un petit blog où vous racontez saviez-vous que tel coton en particulier comme ça. Peut-être que quelqu'un va venir sur votre site web parce qu'il a trouvé votre article pertinent et va repartir en achetant un de vos produits parce que non seulement vous êtes une experte qui parlait de l'industrie et que vous connaissez vraiment dans l'habillement, les produits de coton fabriqués par les mamans de 50 à 60 ans, je suis vraiment en train d'inventer. Vous vous positionnez déjà comme une experte dans ce sujet, vous donnez des conseils qui peuvent être utiles. Et là, maintenant, parce qu'on a la confiance, parce qu'on est sûr de qui vous êtes, on va au processus d'achat. Dites-vous, en général, les gens n'aiment pas qu'on leur vende des choses. Ils aiment qu'on parle presque à leur ego, qu'on leur fasse savoir que je te parle à toi, je ne te vends pas quelque chose, je discute avec toi, je t'apporte quelque chose de manière gratuite et potentiellement, ça peut amener à une vente. Parce que juste de la simple vente, il faut aller dans du matraquage. Ça, c'est une autre conversation. Une autre stratégie, c'est faire apparaître encore toujours clairement votre expertise. Donc, une chose que j'ai oubliée, donc agissez de manière à accroître la confiance, s'assurer de ne pas vous allier à des sites peu recommandables. Donc, toujours vous assurer que votre site Internet, si vous utilisez de la promotion dans des sites tierces, que ce soit vraiment des sites de qualité. Et aussi, vous ne voulez pas avoir des publicités de casinos ou de peut-être produits douteux sur votre site Internet, ce genre de choses, ou apparaître dans des publics, ou que votre site apparaisse dans des publicités de ce genre de site Internet. Parce que malheureusement, ça dit que vous n'êtes pas un site fiable et les moteurs de recherche vont vous déclasser, tout simplement parce qu'ils vont prendre en considération ça. Et enfin, fournir un contenu adapté à votre sujet. C'est-à-dire, pour moi encore, dans fournir du contenu, ce n'est pas produisez. Produisez quelque chose qui soit pertinent et qui soit adapté. C'est-à-dire, si dans votre contenu, peut-être le format vidéo est mieux pour illustrer ce que vous faites, focalisez-vous sur les vidéos. Vous n'avez pas à faire des articles si vous n'avez pas ce temps-là. Je pensais à faire une formation sur l'intelligence artificielle pour parler comment l'intelligence artificielle peut créer 90% des contenus qui existent de nos jours, donc faciliter notre vie de tous les jours. Mais ça en soi, c'est toute une autre conversation et toute une belle présentation qui me ferait plaisir d'approfondir sur ce sujet. Mais juste garder ça à l'esprit. Et enfin, notre dernière partie, parce que je sais qu'on a vraiment été lourd, c'est enfin les stratégies pour améliorer les liens et
accroître la promotion de votre site Internet. Donc ici, ce sont vraiment des stratégies qui peuvent être beaucoup la présentation. Partager la présentation. Je crois qu'en raison de la complexité on n'est pas sur la présentation, on est toujours sur Google. Oh my God. Ok, merci. Désolée. Parce que j'ai ouvert beaucoup de tables. D'habitude, je n'en fais pas autant. Je dirais. Donc, nous sommes sur cette partie-ci, qui est la dernière partie. D'habitude, je ne partage pas forcément mes présentations, mais je crois que pour cette cours sur le SEO, je donnerai au paro ma présentation pour que vous puissiez le partager avec les participants parce que je sais que j'ai beaucoup dit et que ça peut être assez lourd. Et vous n'êtes pas obligé de retenir tout. Donc, pour ici améliorer les liens et la promotion de votre site Internet, voici un petit peu 6 stratégies que je vous conseille, que vous pouvez faire par vous-même. La première, c'est d'utiliser des textes d'ancrage adéquats. C'est quoi un peu quand on dit des textes d'ancrage? C'est un texte qui est visible dans l'hyperlien. C'est-à-dire, comme, pour revenir encore à l'aspect du menu sur notre site Internet, c'est équipe. C'est ça le texte d'ancrage en général. C'est le terme équipe qui va déterminer qu'on clique dessus pour être redirigé sur un élément de votre site. Donc, vous voulez avoir des textes d'ancrage qui sont, descriptifs. Ici, vous utilisez un texte qui donne une idée de base du contenu de la page. Par exemple, lorsque vous allez sur des moteurs de recherche ou que vous allez créer les descriptifs pour chacune de vos pages pour que Google sache que, OK, la page X correspond à ça, la page Y correspond à ça, vous voulez quand même un texte d'ancrage qui explique très bien c'est quoi ce que propose la page. Par exemple, service. Vous voulez une page service compréhensible. Pour vous donner à quoi ça ressemble vraiment dans l'arrière d'un produit, dans l'arrière en fait d'un site internet ou d'une plateforme web, je vais vous montrer un petit peu ceci. Donc, on va aller sur ce que j'appelle le SEO checklist, continue to set up, blablabla. Ici, pour vous donner une idée d'un texte d'ancrage qui pourrait de bien descriptif. Je vais cliquer sur Edit, même si je ne veux pas faire Edit. Donc, quand par exemple, quelqu'un va cliquer sur la section photo. Donc là, on voit photo-Bimisbella. Donc, Bimisbella, c'est le nom de l'artiste ou de la personne. La photo, vous savez que vous allez sur une page où vous allez voir les photos de l'artiste. Ça vous explique clairement ce que c'est. Et ça, c'est par exemple un texte d'ancrage qui est descriptif parce qu'il est clair. Il dit clairement aux personnes ce sur quoi elles vont. Donc, un autre aspect, c'est que vous voulez quelque chose de concis. C'est-à-dire, on illustre une page de photo. Donc, on ne veut pas que ce soit un texte long. Donc, moi, j'ai juste mis photo parce que c'est assez clair. Mais on pourra même faire la même chose comme par rapport au... quelle autre page je pourrais prendre qui pourrait être intéressante? Prenons la page équipe. Dans la page équipe que l'on peut voir ici, c'est assez clair. On sait que si on va sur cette page-là, c'est concis, on aura l'ensemble du management de l'artiste qui est Miss Bella. Vous voulez aussi quelque chose de facilement repérable. Ici, c'est utiliser un format qui fait ressortir vos liens du texte normal dans lequel ils se trouvent. Donc, là, j'ai pris par exemple en arrière-plan ceci, mais vous voulez quand même quelque chose qui sorte du lot de manière en général. Et vous voulez aussi que votre texte d'ancrage soit utile. Donc, ça, par exemple, c'est les éléments à prendre en considération lorsque vous allez établir le texte d'ancrage. S'assurer qu'il soit descriptif, concis, facilement repérable et utile. Donc, share this instead. Une autre stratégie pour augmenter maintenant, toujours dans les liens et s'assurer de la qualité des liens, c'est donc, soyez très prudent avec les liens externes. Donc, vous devez éviter de créer des liens vers des sites dont la réputation n'est pas bonne et qui contiennent des informations que vous ne souhaitez pas cautionner. Donc, toujours éviter cette redirection vers des sites malfaisants, pornographiques, de gambling et autres qui sont mis en place. Donc, toujours un peu s'assurer de cette qualité-là. Comme autre conseil pour toujours améliorer le SEO, publier des posts en rapport avec votre nouveau contenu. Vous voulez toujours rester pertinent. Donc,
lorsque vous allez produire votre article de site internet, votre nouvelle vidéo sur si vous faites votre article sur votre blog, pardon, votre prochaine publication sur votre site, vous allez créer une sorte de mini-post pour vos médias sociaux ou votre campagne d'email pour en faire la promotion. Plus vous faites la promotion de ces nouveaux produits, plus ça attire l'attention des personnes sur votre plateforme et ainsi de suite. Comme autre conseil que je peux vous donner, c'est partager du contenu de qualité sur les réseaux sociaux encore. C'est un peu intrinsèquement lié à la remarque précédente, c'est de s'assurer de la qualité des images, des vidéos que vous publiez sur vos réseaux sociaux. Plus la qualité est bonne, meilleur sera le référencement sur le long terme. Partager des articles utiles sur votre campagne de courriel. Donc, par exemple, si vous faites un email campaign, assurez-vous dans votre campagne d'email que vous avez tout ce qui est nouveau au sein de votre site Internet pour les rediriger, tout ce qui est intéressant, qui fera en fait que les gens voudront cliquer sur chacun des liens lorsqu'ils vont recevoir cette information externe. Et enfin, un aspect très humain dans le monde virtuel, c'est de se rapprocher des communautés virtuelles liées à votre site Internet. Un moyen très utile d'assurer la promotion de votre site, c'est par exemple de capitaliser sur des groupes comme Facebook, LinkedIn et autres. Quand vous allez là-bas, que vous partagez votre expertise, que vous vous assurez de la promotion et du positionnement, et que vous redirigez les personnes vers votre site Internet pour qu'ils en apprennent davantage que juste le post que vous avez fait qui avait quelques mots ou juste la réponse à une publication ou à une préoccupation d'une personne. Ça aussi, ça aide au référencement parce que ça crée ce qu'on appelle le trafic sur la plateforme. Et donc, comme je l'ai dit, plus de trafic, meilleur positionnement. Donc, ceci met un terme à notre longue présentation. Je sais que c'était long, je sais que c'était lourd et qu'il y avait des questions aux alentours et parfois peut-être un peu compliquées. Mais s'il y a quelque chose que je veux vraiment que vous reteniez de toutes ces présentations, pour moi, c'est plutôt la dernière partie où on a regardé les meilleures pratiques à mettre en place, que ce soit aussi bien pour optimiser vos liens, assurer la promotion sur votre site Internet, s'assurer de la structure ou encore optimiser le contenu. Pour moi, c'est vraiment la partie centrale de cette présentation parce que c'est des choses qui sont à la portée littéralement presque de tous. Mais les types de SEO que j'ai donnés au départ ou même la définition peuvent être assez longues et fastidieuses. Mais vraiment, si vous n'êtes pas un tech savvy, juste vous assurer une chose, produisez du contenu de haute qualité sur votre site Internet. Assurez-vous que tous les liens fonctionnent, que chacune des pages soit claire et précise. Et ça vous aidera déjà à mieux optimiser votre référencement. Et aussi, n'hésitez pas à promouvoir votre site Internet sur vos autres plateformes, que ce soit personnelles ou professionnelles, vont aussi augmenter la visibilité. Et juste mettre en place ces petites étapes-là vous aidera à obtenir déjà de bien meilleurs résultats. Maintenant, encore la base du référencement, c'est les mots-clés. Si vous choisissez des mots-clés pertinents, en général, on va vous limiter à 5 mots-clés pertinents dans votre industrie. Vous pouvez vous permettre un peu plus, mais je vous dirais 5, c'est mieux. Quand vous avez 5 mots-clés pertinents qui sont en rapport avec votre industrie, que vous êtes sûr que ça fonctionne, vous avez déjà fait le gros du travail. Avoir de bons mots-clés, un contenu de qualité, un site Internet fonctionnel, ça vous aidera déjà au départ. Et pour moi, c'est vraiment ça, la base et le B à bas. S'il fallait retenir quelque chose de tout ce que j'ai dit, et parce que je sais que ça peut être long et fastidieux. Et comme j'ai dit, je suis passée vraiment en surface parce qu'on aurait pu encore plus rentrer, mais on en a eu pour presque 1h30 par rapport à la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de revenir sur des choses peut-être que j'ai passées trop vite et je suis à votre disposition. Justement, merci beaucoup, Diana. Merci pour toutes ces informations partagées en un laps de temps quand même assez court par rapport à la nature du sujet. Donc, je ne sais pas si nos participantes ont des questions. On a encore 2 minutes devant nous. Sinon, si tu veux bien, Diana, est-ce que tu peux partager tes coordonnées professionnelles sur le chat? Comme ça, si les gens veulent te contacter ou voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions pour Diana. J'en ai une, juste une courte. Vas-y, Gabrielle. Tu avais mentionné tantôt que si tu ne peux pas mettre du contenu de qualité sur
différents réseaux, c'est mieux de ne pas être sur ces réseaux. Donc, est-ce que ça veut dire, genre, si j'ai pas le temps d'être active sur Instagram, est-ce que c'est mieux de juste laisser Instagram tout seul, puis pas y toucher et juste avoir mon site web, par exemple? Ou est-ce que ça vaut la peine d'avoir quand même un compte inactif? C'est une bonne question où il y a certains facteurs qu'il faut aussi introduire. Je m'explique. Où se trouve d'abord votre clientèle cible? Juste le site Internet uniquement,